Moi, il y a une personne un jour qui m'a dit « Ah, je vous écoute tous les jours à la radio, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez un vrai métier ?» Je dis « Mais c'est mon métier. »« Ah bon? C'est votre métier de parler, de dire des bêtises ?» Je dis « Ben oui, c'est mon métier. » Jean-Pierre Foucault, bonjour. Sacha, bonjour. Heureux de vous recevoir ici, Ben, je suis très content. dans Convoqué. Très bien. L'émission s'appelle Convoqué. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes convoqué aujourd'hui? Je ne sais pas, j'espère que ce n'est rien de répréhensible. Non, Bon. pour vous connaître un peu plus en profondeur, puisqu'on connaît Jean-Pierre Foucault, le grand animateur, le présentateur, Ouais. le fan de l'Olympique de Marseille, mais D'accord. Jean-Pierre Foucault, l'homme, on le connaît un peu moins. Un petit peu moins. Si, j'ai écrit un livre il y a une vingtaine d'années où je me suis dévoilé, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir lu. Il y a 20 ans, vous n'étiez pas né d'ailleurs. Ah bon, vous pensez que j'ai quel âge? J'étais né il y a 20 ans. Mais justement, on est là pour faire partager au grand D'accord. public, qui n'aurait peut-être pas lu le livre, vos secrets. Eh bien écoutez, je vais voir si je vous les dévoile ou pas. Allez, c'est parti. Je vais commencer par une citation. Ouais. Vous allez me dire ce qu'elle vous évoque. J'avais deux solutions. Soit je partais en dépression, soit je cachais tout derrière mon sourire. Et j'ai décidé de me faire remarquer en faisant le clown. Oui, parce que j'étais triste. Mon père venait de mourir dans des circonstances effroyables. Nous habitions Marseille, lui est allé quelques jours en Algérie et il s'est fait descendre dans la rue à Alger sans aucune raison, parce qu'à l'époque, c'était un mois avant l'autodétermination, un mois avant que l'Algérie ne devienne algérienne, et tout le monde se tirait dessus. Donc il est allé là-bas pour ses affaires, il est mort. Et moi j'avais 14 ans, et d'un seul coup je suis devenu l'adulte de la famille à 14 ans. Hein. Il y avait mes deux sœurs qui étaient plus jeunes que moi, et ma mère. Alors la solution en effet, pour éviter que sans arrêt à l'école, au lycée Marseille-Vert, on me pose la question et pourquoi il est mort, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'ai décidé d'oublier cette tristesse infinie en me cachant derrière les pitreries que je faisais en classe. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'abord à ne pas sombrer, comme je le disais, dans la dépression. Et puis ça m'a aidé parce que ça a été une sorte de formation professionnelle, aux grandes dames évidemment de mes enseignants, hein, qui étaient très malheureux de voir un gamin qui faisait le clown et qui mettait le why, comme on dit à Marseille, dans la classe. Hein. Voilà. Mais pour moi, ça m'a aidé. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit qu'à seulement 14 ans, vous étiez devenu l'homme de la famille. C'est ce que votre parrain vous a écrit? Exactement. Il m'a envoyé une belle lettre que j'ai toujours. Je garde tout, moi. Je garde tout. J'ai toujours cette lettre en disant, il me disait, sache Jean-Pierre que désormais, tu es l'homme de la famille. Et donc à 14 ans, c'est une lourde charge. À 14 ans, j'ai tourné la page de l'enfance, et d'un seul coup, je suis devenu adulte. En quoi faisant? En aidant ma mère, qui, par chance, avait gardé les bureaux de mon père. Et voilà, je l'aidais à faire des lettres qu'elle écrivait aux administrations, parce que l'administration ne comprenait pas, alors que nous n'étions ni rapatriés, ni militaires, ce que mon père allait faire en Algérie. Il avait la succursale d'une affaire, il est allé la voir, et puis il n'est pas revenu. Voilà. Et vous dites que des années après, vous êtes retourné sur les lieux pour... Oui, je suis retourné. J'avais l'impression, en y allant, d'arriver dans une ville hostile, la ville qui m'avait volé mon père. Et je suis allé au 18 rue Michelet, là où il s'est fait assassiner, devant ses bureaux. Et voilà, donc pour moi, c'était un moment très très fort. J'avais besoin de voir l'endroit où ça s'était passé. Ça m'a rien apporté et je ne sais toujours pas pourquoi. C'est la vraie question. Mon père a été assassiné. Avant ces malheureux drames, vous étiez quel genre d'enfant? J'étais très mauvais en classe. J'avais l'impression de perdre, il ne faut surtout pas que les jeunes qui nous regardent prennent exemple sur moi, j'avais l'impression de perdre mon temps en classe. Parce que j'aimais bien forger ma propre culture générale tout seul. Et j'ai eu cette chance insolente de pouvoir réussir en étant un piètre élève. Mais selon vous, on peut encore le faire à cette époque? Je ne peux pas donner ce conseil. Chacun peut imaginer ce qu'il est en capacité de faire. Hein. Mais je n'ai pas le droit de donner ce conseil. Non. C'est pas un conseil, mais on peut imaginer que les époques ont beaucoup changé. En tout cas, il faut toujours aller dans la direction qu'on a choisie. Moi, je voulais faire de la radio, parce que la radio, c'était magique pour moi. J'écoutais le matin
à 7 h du matin, un monsieur qui était de bonne humeur, qui me disait « Bonjour, il est 7 h ». Et moi, je voulais faire ce métier, être de bonne humeur à 7 h du matin. Je voulais faire ce métier, et finalement, grâce à Claude, qui a écrit pour moi au concours de Radio Monte-Carlo, j'y suis arrivé, et lui a bien réussi aussi sa vie. Vous étiez relativement jeune déjà. J'avais 18 ans. 18 je ans. venais d'avoir le permis. Mais pas le bac. Mais pas le bac. Il Pourtant, venait d'avoir 18 ans. j'ai la référence. Mais vous n'aviez pas eu le bac alors que vous aviez eu les sujets en avance. Oui, mais ça, c'est particulier. C'était l'époque, c'était en 63, 64, 65, je ne sais plus, où à Marseille, on vendait les sujets du bac au bar Pierre. Et nous, comme on était potes avec le patron, il nous a filé les sujets du bac. On était 3 copains, Christian Rousset, Claude Moreau et moi. On a bu des coups toute la soirée. On a des sujets, mais on n'a rien fait. Et le matin, quand on est arrivé en salle d'examen, au lycée Perrier, quand j'ai vu que c'était les bons sujets, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu es con, moi. » Bon, j'ai pas eu le bac. Et vous avez quand même réussi. Ça ne me manque pas. Ça vous a pas desservi derrière? Non, ça ne m'a pas desservi, mais ma mère était catastrophée. Elle a réagi comment? Mal. Mal. Ah non, j'étais le canard boiteux de la famille. Hein. Non. Enfin bon, ensuite, elle était fière de ce que son fils est devenu. Mais avant le bac, vous étiez fait virer aussi d'un lycée? Si, je me suis fait virer. Je venais d'avoir la LEBEPS, le EPC à l'époque, et je venais de me faire virer par le professeur. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a viré du lycée. Je suis allé ensuite dans une institution privée, à l'école de la Salle, là où j'ai rencontré Claude. Ensuite, à l'Institut Borelli. Donc, j'aurais pu faire un catalogue de tous les établissements privés de Marseille. Mais cette école-là que vous venez de me dire, Claude nous a dit que votre mère vous a envoyé là-bas parce que vous étiez un mauvais élève et que c'était une école pour redresser un peu les élèves. Oui. Ça n'a pas marché. J'ai redressé le directeur. Ouais, voilà. et les professeurs, non, ça n'a pas marché. Mais bon, vous avez rencontré Claude. J'ai rencontré Claude. J'ai rencontré Claude et c'est là où on est. Et cette amitié est très forte parce que c'est toujours mon voisin, c'est toujours mon ami. D'ailleurs, c'est ce fameux Claude qui nous a dit qu'à l'école, vous n'étiez pas vraiment un élève, mais plutôt un enfant qui passait son temps à trouver des idées pour déconner. Oui, il parle trop. Il parle trop? C'est son défaut. Moi, je suis un taiseux, mais lui, il parle trop. C'est complémentaire au moins. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore amis. Est-ce que c'était aussi pour que les gens vous remarquent autrement que par votre physique, puisque vous étiez complexé par votre poids à l'époque? J'étais un peu complexé parce que j'avais du bide, Claude, il pouvait marcher torse nu, moi, je ne pouvais pas marcher torse nu. Donc, c'était un complexe. On se distingue comme on peut. Moi, j'avais choisi le verbe. Et c'est lui qui vous a inscrit au concours, et avant, c'est lui qui a acheté un magnétoscope? Magnétophone, pardon, pour vous entraîner. Là, ça n'existait pas. Un magnétophone, et c'est là-dessus qu'on faisait des parodies d'émissions de radio. On s'amusait, on faisait de la radio. Alors, on parlait dans un petit micro, on mettait des disques comme ça à la main. On faisait notre formation professionnelle. On adorait ça. La radio, c'était magique, quelque chose qui sortait d'une petite boîte, etc. Beaucoup de gens ont fait des révolutions grâce à un poste de radio. Quand Claude vous a inscrit à ce concours, ça a changé votre vie? Ah mais totalement. Ça a changé ma vie, parce que moi, je vendais des porte-clés pour essayer de gagner un peu de sous. Ma mère m'a prêté sa 2 chevaux. Je dormais dans les campings. Un jour, au camping de Perpignan, il y avait un télégramme sous l'essuie-glace en disant « Appelez votre maman d'urgence ». Et elle me dit « Écoute, la lettre que Claude a écrite, il a reçu une réponse. Il faut que tu sois à Monte-Carlo demain. » Monte-Carlo, je ne savais pas où c'était. Je ne savais pas s'il fallait un passeport. Je ne savais pas où c'était. Bref. Donc, je suis parti à Monaco avec Claude et nous nous sommes retrouvés quelques dizaines. Et nous avons été 2 à gagner. Claude, non. Mais il a réussi sa vie dans un autre domaine, et parfaitement. Et ma vie a commencé comme ça en juin 1966. J'ai abandonné les porte-clés, j'ai gardé la 2 chevaux, et ma vie a commencé comme ça. Et vous êtes aussi le premier animateur à avoir obtenu un CDI sur TF1? Sur TF1, là, c'était en 87, lorsque TF1 a été privatisé. En juin 1987, nous avons, avec Gérard Louvain, inventé Sacrée Soirée, et c'est parti comme ça. Vous avez eu de nombreuses stars aussi dans cette émission. Elles venaient parce que ça marchait. Parce que c'était vous. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire que les premières stars nous ont fait confiance. Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Alain Delon, toutes ces stars sont venues dans les premières émissions. Mylène Farmer qui était débutante, etc. Elles sont venues et elles ont fait
que cette émission a une forte notoriété. Et ce qui a fait que lorsqu'un acteur, un chanteur anglo-saxon, américain ou autre venait en France, on lui disait « il y a une émission à faire, c'est Sacrée Soirée ». Et je les ai tous reçus. On connaît tous Jean-Pierre Foucault, Miss France, Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions et Sacrée Soirée. Mais on a découvert un nouveau Jean-Pierre Foucault dès les années 2000, au début des années 2000 avec la sortie de votre livre. Pourquoi vous avez mis autant de temps à vous dévoiler? Parce que je ne voulais pas qu'on dise il se sert de ça pour appuyer sa notoriété. Ma notoriété, je l'avais. Donc ce livre, je l'ai publié pour que ceux qui ont connu comme moi des moments difficiles dans leur enfance et leur adolescence comprennent qu'on peut, si on le souhaite, s'en sortir. Ça vous a fait du bien? Ah oui, c'est une thérapie. Hein. C'est une thérapie parce que mon éditeur m'a mis quelqu'un, une femme, qui venait 2-3 fois par semaine et qui me faisait parler. Parce que tout ça s'était enfoui dans ma mémoire. Et petit à petit, puis on notait tout ça et moi, et on en a fait le livre. Non, pour moi, c'était une véritable thérapie. Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi, encore aujourd'hui et toute votre vie, vous n'avez pas réussi à parler et à dévoiler vos sentiments? Non, mais ça ne me gêne pas. Non, je ne me pose absolument pas la question. Je ne me pose pas la question, je suis comme ça, je suis réfléchi. Par contre, quand je fais mon métier, je parle. Hein. Votre métier, parce que votre fille nous a dit que le premier « je t'aime » que vous lui avez dit, c'était dans votre livre. C'est dans le livre, c'est vrai. Je demandais à ma femme aussi. Je suis comme ça. Écoutez, il y a des sentiments que je n'arrive pas à exprimer, peut-être parce que mes parents eux-mêmes ne les exprimaient pas. Mais vous en avez souffert de ce silence de vos parents, surtout celui de votre mère? Non, parce que c'était comme ça. Je suis un taiseux, moi-même. C'est ce que nous a dit votre fille. Comment? C'est ce que nous a dit votre fille. Oui, je suis un taiseux. Donc, je ne parle pas. Quand je parle, c'est que je travaille. Ouais, maintenant. Et donc, je ne suis pas expansif. Ma mère n'était pas expansive. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément souffert pendant la guerre. Elle a perdu 9 des membres de sa famille. Et tous ceux qui ont souffert pendant la guerre n'en parlaient pas. Et donc se taisaient. Et même quand ils avaient à parler d'une période de la guerre, ils en parlaient à voix basse. Vous vous rendez compte? 30 ans, 40 ans après, de peur qu'on les entende. De peur que le mal ne revienne. Non, moi je suis un taiseux, je réfléchis beaucoup. Ce qui énerve ma femme, parce que je lui dis, laisse-moi, je réfléchis. Parce que ce que je fais, c'est quelque chose qui a été avant mûrement réfléchi. Et votre mère, si elle arrêtait de parler aussi, qu'elle n'était pas bavarde, est-ce que ce n'était pas aussi pour vous protéger, puisque votre mère est juive? Chez les juifs, c'est la mère qui porte la religion, et pourtant vos parents vous ont fait catholique pratiquant. Moi, je suis catholique pratiquant et juif par la force des choses, puisque ma mère l'est. Donc j'ai une double richesse. Une double richesse, double culture. Une double richesse, une double culture. Et si j'ai été élevé dans la religion catholique, c'est un immense cadeau que ma mère a fait à mon père, et mon père l'a fait pour nous protéger. Pour éviter la montée de l'antisémitisme. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fascination pour le silence? C'est confortable, le silence. Le silence, c'est confortable. La personne en face de vous ne sait pas à quoi vous pensez, ne sait pas ce que vous êtes en train de faire dans votre cerveau. Oui. Il vaut mieux se taire que dire n'importe quoi. Parce que votre fille nous a donné les mêmes arguments que vous. Elle nous a dit qu'elle était fascinée par vous, alors que vous êtes un grand taiseux. Comme vous avec votre père qui n'était pas très bavard. Tout à fait. C'est de famille, sans doute. Est-ce que vous ne trouvez pas ça assez contradictoire que vous arriviez autant vous exprimer à la télé ou à la radio, mais pas dans la vie privée? Non. J'ai besoin de... mon métier, c'est pas parler de moi, c'est de faire parler les autres. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, je ne sais rien de vous. Pourtant, vous n'arrêtez pas de parler. Mais je parle de vous. Et vous arrivez à parler de vous avec voilà, moi. Donc, moi, avec les artistes, je faisais la même chose. Je fais la même chose. Aujourd'hui, c'est vous l'artiste. C'est ça, aujourd'hui, c'est moi l'artiste. Jean-Pierre Foucault, ce qui est paradoxal aussi, c'est que vous n'étiez pas bon à l'école. Vous étiez un mauvais élève. Vous avez même dit que c'était une perte de temps pour vous à l'époque, même si ce n'est pas un conseil que vous donnez. Surtout pas. Mais pourtant, vous êtes un des cofondateurs de l'IEJ et de l'ECS. Ouais. C'était important pour vous de transmettre. La transmission, c'est essentiel. Je voulais que les gens qui, à leur âge, vivent ce que j'ai vécu à mon âge. Sauf que là, on leur donnait quelques clés, quelques solutions.
On leur apprenait. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Peut-être aussi parce qu'en 1966, ce n'était pas un vrai métier. Moi, il y a une personne un jour qui m'a dit « Ah, je vous écoute tous les jours à la radio, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez un vrai métier ?» Je dis « Mais c'est mon métier. »« Ah bon? C'est votre métier de parler, de dire des bêtises ?» Je dis « Ben oui, c'est mon métier. » Mais vous comprenez ces personnes qui pensaient que ce n'était pas un métier à l'époque? Comme aujourd'hui, par exemple, des personnes qui pensent que les nouveaux métiers qui sont sur YouTube ou qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas des métiers? Oui, je les comprends, je les comprends, oui. Je les comprends, mais je les comprends s'ils changent d'avis. Donc avec l'évolution des choses, bien sûr, bien sûr. Moi, ce n'était pas un métier, mais regardez, maintenant tout le monde veut le faire. Mais là, tout le monde veut faire de la radio et de la télévision. Avant, on ne savait pas que ça existait. Une dernière chose, Ouais. Jean-Pierre Foucault, on a demandé à votre fille de vous définir en 2 mots. Oui. Est-ce que vous pensez déjà savoir ce que ces mots peuvent être? Exigeant? Non. Non, c'est 2 qualités. Ah, 2 qualités, 2 qualités. Généreux, j'espère. Oui. Généreux. Et généreux. Généreux et bienveillant. Et bienveillant, tout à fait, bienveillant. Vous l'êtes? Je pense que je le suis, oui. Par contre, c'est un peu... Ça contrebalance avec ce qu'a dit Claude. Oui. On lui a demandé 2 qualités, il nous a sorti 2 qualités qui pouvaient aussi être des défauts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit trop honnête et ne tient pas en place. Ah, c'est vrai. Trop honnête, c'est vrai, je suis honnête. Bon, c'est un défaut pour vous? Peut-être parce que lui est malhonnête. Non, non. Et je ne tiens pas en place parce que il me le disait encore tout à l'heure avant que j'arrive, dès que j'arrive quelque part, je dis bon, allez, il faut que je reparte autre part. C'est comme ça. Bon, écoutez, Jean-Pierre Foucault, c'était presque mon dernier mot. Hein. Merci Sacha, je m'attendais, j'ai dit il va bien le sortir. Non, c'est presque mon dernier mot. Il y a la deuxième partie. Sacha, c'est votre dernier mot? Non. D'accord.